suis Stéphane Tribaudini, j'ai 41 ans. J'ai commencé sur simulateur parce que plus jeune, j'avais pas forcément les moyens de faire du karting ou du sport auto. J'avais été champion de France en 2017, sauf qu'arrivé à mi-saison, comme prévu, moi j'avais pas le budget pour aller plus loin. L'équipe n'a pas trouvé un euro pour moi pour continuer. Donc j'ai dû arrêter ma saison. C'était incroyable de devoir arrêter ma saison après une victoire au championnat d'Europe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ITM Mag. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Tribaudini, pilote professionnel automobile. Bonjour Stéphane. Bonjour Noah. Stéphane, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Stéphane Tribaudini, j'ai 41 ans. J'ai démarré le sport auto à 32 ans, donc assez tard. Et ça a toujours été une passion pour moi que je pensais inaccessible. Et finalement, on a réussi à y accéder. Vous avez tout d'abord commencé la course sur simulateur. Comment cette expérience a-t-elle influencé vos choix de carrière? En fait, j'ai commencé sur simulateur parce que plus jeune, je n'avais pas forcément les moyens de faire du karting ou du sport auto. Donc c'était un moyen pour moi un peu de faire semblant, de simuler un petit peu justement les courses automobiles. Et donc moi, j'ai vraiment commencé au tout début des simulateurs, j'avais peut-être 15-16 ans. Donc c'était le tout début, avec des écrans carrés, des chaises en plastique, des volants en plastique, etc. Et donc en fait, j'ai quasiment appris à conduire finalement sur un simulateur avant même de conduire une vraie voiture. Et donc je pense que c'était une très bonne base, une très bonne formation. Et je ne pensais pas, comme on dira plus tard, je ne pensais pas pouvoir appliquer tout ce que j'ai pu finalement apprendre en simulateur directement après au réel, y compris en sport auto. On sait que le sport automobile est un sport onéreux. Comment vous êtes-vous lancé sur la piste? Comment j'ai commencé, c'est très compliqué. Donc, je ne pensais jamais pouvoir faire du sport auto parce que ça coûte vraiment très cher. Donc, j'ai juste créé ma propre société quand j'avais autour de 26 ans. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Donc, j'avais un e-commerce. Je vendais des produits de coiffure sur Internet. Donc, vraiment rien à voir avec le sport auto. Même si j'avais une formation STAPS, donc à la fac de sport. Et donc, à force de travailler avec ma société, elle a quand même bien avancé, bien explosé. Et au bout de peut-être 4-5 ans d'activité avec ma société, j'ai pu commencer à entrevoir le fait d'avoir peut-être un peu de budget pour démarrer le sport auto, mais juste en tant que passion, juste pour me faire plaisir, sans penser à faire une carrière. Et finalement, donc oui, à 32 ans, peut-être 5 ans après avoir démarré ma société, j'ai pu me lancer dans ma première saison de sport auto. Encore une fois, pour explorer, pour me faire plaisir, sans penser du tout à une suite, à tout ça. En 2018, alors que vous couriez dans le championnat de France FFS AGT, vous avez dû mettre un terme à votre saison. Pourquoi? Et toujours le même souci en sport auto, c'est l'argent. Alors c'était un peu particulier, c'est qu'au final, je savais qu'en début de saison, je n'avais pas les moyens de faire les deux championnats. Parce qu'au final, mon équipe, vu que j'avais été champion de France en 2017, ils ont voulu me faire les deux championnats GT4, donc championnat de France, championnat d'Europe. Parce qu'on a développé aussi avec Signatech l'Alpine GT4. Donc c'était un gros challenge aussi pour l'équipe d'amener la voiture à essayer de gagner pour Alpine aussi. Et au final, donc moi, j'avais que le budget pour faire un des deux championnats et l'équipe a forcé pour que je fasse les deux championnats d'entrée en me disant on verra plus tard pour trouver le budget pour finir la saison des deux championnats. Sauf qu'arrivé à mi-saison, comme prévu, moi, je n'avais pas le budget pour aller plus loin. L'équipe n'a pas trouvé un euro pour moi pour continuer. Donc j'ai dû arrêter ma saison, incroyablement sur une victoire en championnat d'Europe à Spa, la première victoire d'Alpine depuis 40 ans, d'une vraie Alpine depuis 40 ans. Donc c'était incroyable de devoir arrêter ma saison après une victoire en championnat d'Europe. Voilà. Et j'ai passé en plus tout mon été derrière à essayer de trouver des partenaires, notamment avec Alpine Nice, à faire des événements, des soirées avec ma voiture de course qui était présente aussi au showroom à Alpine Nice. Et malgré tous mes efforts pendant un mois et demi, je n'ai pas trouvé de budget pour pouvoir continuer ma saison. Avec un parcours aussi atypique, quel a été le plus grand défi que vous avez pu rencontrer lors de votre carrière? Le plus grand défi, c'est une bonne question. Assez bizarrement et sans être trop prétentieux, finalement, quand j'ai démarré le sport auto, ça m'a presque paru facile par rapport au simulateur. Je pense qu'on va y revenir plus tard, mais au final, le simulateur, surtout à mon époque, quand on joue avec juste un écran, des pédales en plastique, etc., il y a vraiment très très peu de ressenti. C'est juste visuel, on voit juste un écran, on essaie de voir ce que la voiture peut faire. Donc on n'a aucune information, aucun ressenti dans le corps. Et quand on démarre le sport auto pour de vrai, forcément là, on a vraiment tout le ressenti qui va avec, c'est-à-dire tout léger, en accélération, au freinage, en virage, le ressenti des pédales aussi, au volant, etc. Donc on a beaucoup plus d'informations que ce qu'on a en virtuel. Donc au fait,
mon constat après mon premier week-end de course dans ma vie, c'était de me dire que finalement, ça m'avait l'air plus facile qu'en virtuel. Ce qui est assez incroyable à dire comme ça et qui peut paraître peut-être un peu prétentieux, mais c'était vraiment le cas. Donc, non, après, c'était juste au fait d'arriver peut-être à faire la part des choses et de ne pas avoir trop peur de casser la voiture, entre guillemets, parce qu'en virtuel, encore une fois, même si on fait un bac à gravier, etc., ça n'a aucun impact. En réel, un simple bac à gravier, c'est 1 heure de temps passé pour les mécanos à enlever tout le gravier présent dans la voiture, tout démonter, etc. Donc c'est déjà beaucoup de travail, sans compter derrière les dégâts que ça peut faire aussi à la voiture. Donc voilà, mon plus gros challenge a été de faire abstraction au fait de l'éventuelle casse de la voiture. J'avais toujours une marge de sécurité en réel que je gardais pour me mettre un peu à l'abri des éventuels problèmes, parce qu'en plus, je n'avais pas forcément le budget non plus qu'il fallait aussi pour réparer la voiture. Voilà. Donc ça a pris quand même du temps pour arriver un peu à commencer à le mettre de côté et voilà, faire un peu comme si je n'avais pas forcément de problème d'argent par rapport à ça. Pourriez-vous nous raconter une anecdote insolite sur votre parcours? Une anecdote insolite sur mon parcours. Et ben, on peut parler de ma première victoire en championnat de France. Donc c'était en 2017, seulement une saison après mes débuts en sport auto. Donc c'était totalement improbable déjà d'arriver pour moi au bout d'1 an de sport auto en l'América Cup, qui est un championnat assez euh, amateur. Déjà d'être en championnat de France pour une deuxième année. Et en fait, j'ai rapidement vu que j'avais un niveau qui était déjà beaucoup plus élevé que ce que j'imaginais avant de démarrer ce championnat de France. Et pour ma troisième course en championnat de France, j'ai gagné donc ma première victoire au général en championnat de France. Et cette victoire-là, c'était assez bizarre parce que donc je partais quatrième sur la grille de départ. J'avais une voiture qui était moins puissante en ligne droite que les autres, donc je me retrouve dixième au bout de peut-être 4 ou 5 tours, parce qu'en ligne droite, je me faisais dépasser, je ne pouvais absolument rien faire. Donc je me retrouve dixième assez loin. Dès le départ de la course, j'ai mon rétro droit qui est tombé. Donc j'avais plus de rétro droit. Un peu plus tard, j'ai le rétro gauche qui est tombé. Et après, le rétro central aussi qui s'est mis à tomber. Donc j'ai dû faire, on va dire, 80% de ma course avec aucun rétroviseur. Donc quand on se bat comme ça, quand on est moins vite en ligne droite, qu'il faut forcément savoir où sont un peu les voitures pour un peu les bloquer, je devais le faire un peu à l'aveugle. Donc je devais essayer de bloquer les voitures pour pas qu'elles me dépassent en ligne droite sans vraiment savoir où elles étaient. Donc c'était incroyable. Et après, en plus, un truc, on va dire qu'au milieu de la course, le bouton pour parler à la radio est aussi tombé. Donc je ne pouvais plus parler à la radio. En fait, il pouvait me parler, mais je ne pouvais absolument pas répondre. Et avec tout ce qui s'est passé pendant cette course-là, qui était complètement improbable, de ne pas avoir de rétroviseur, de ne pas pouvoir parler à la radio pour aussi expliquer les choses à mon équipe ou les rassurer aussi, etc. C'était juste complètement fou cette course-là, quoi. Vous en parliez à l'instant justement de cette saison que vous avez remportée dès votre première année en Lamera. Comment expliquez-vous ce succès? Alors, en Lamera, donc quand j'ai gagné ma première saison, c'était dans ma catégorie à moi, donc c'était une catégorie de gentleman. Donc c'était pas au général, parce que forcément en débutant aussi, il fallait quand même que j'apprenne des choses, et surtout j'avais aussi des équipiers qui étaient aussi des purs gentlemen, qui avaient aussi leur propre société. C'est le principe de la Lamera Cup aussi, mais il y avait quand même d'autres catégories qui étaient plus professionnelles malgré tout, avec des gens qui étaient beaucoup plus experts que nous. Mais on a même réussi à faire la dernière course de la saison, une course de 24 heures à Manicourt. On a réussi à finir troisième de la course au général, ce qui était un exploit par rapport à notre catégorie, on va dire, de pilote. Et donc, comment je l'explique? En fait, c'est comme je commençais un peu à l'expliquer juste avant, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas trop eu de transition entre le virtuel et le réel. C'est-à-dire que tout ce que j'avais appris en virtuel, finalement, j'ai pu l'appliquer très, très rapidement en réel. Et vu que j'avais plutôt un bon niveau en virtuel, ça m'a paru assez naturel. Et à chaque course, j'arrivais vraiment à appliquer de plus en plus, à prendre plus de risques, à aller plus à la limite de ma voiture. Donc, on va dire assez naturellement, week-end par week-end, ça s'est amélioré jusqu'à devenir très, très performant pour une première saison. Dans quelle catégorie souhaiteriez-vous évoluer à partir de maintenant? Et donc là, ma saison 2025, ça y est, elle est actée, signée. Donc je suis très très content parce qu'il y a un nouveau challenge qui m'attend. Donc tout d'abord, je vais continuer le Lamborghini Super Trofeo Europe, comme je l'ai fait maintenant depuis déjà 3 saisons. Donc ce sera ma 4e saison. Donc je repars avec la même équipe, le même équipier. Donc c'est l'équipe VSR, qui est une équipe italienne, et mon équipier Pierrot. Donc là, on est dans la catégorie toujours amateur. L'année dernière, on a été champion du Super Trofeo en amateur, et on a fait des très bons résultats aussi au classement général, puisqu'on a
fini une course 3e au classement général. J'ai fait plusieurs fois des 2e places aussi en qualification. Donc c'était vraiment une super saison. Donc on repart dans ce championnat-là avec Lamborghini, parce que j'espère aussi continuer à avancer avec Lamborghini pour le futur aussi. Je pense peut-être avoir une opportunité aussi à long terme avec Lamborghini. Donc c'est important pour moi de bien me placer avec eux. Et d'un autre côté, quelque chose de complètement inattendu, au mois de décembre, on m'a proposé d'essayer un prototype, donc une LMP3. Donc c'est un peu les mêmes voitures, le même type de voiture qui roule sur Le Mans, qui roule aux 24 heures du Mans. Donc il y a 3 catégories, il y a les hypercars, vraiment il y a les constructeurs qui roulent l'un contre l'autre, il y a les LMP2, et donc moi c'était en LMP3. Donc je ne savais pas trop ce que ça pouvait donner en prototype, parce que moi j'ai toujours fait une carrière quasiment que en GT, et le prototype c'est vraiment un truc complètement différent. Je ne suis pas venu de la monoplace comme la plupart des pilotes, donc je n'ai pas ce bagage technique, on va dire, par rapport à une voiture qui a beaucoup d'aéro. Et je me suis dit que ça peut être intéressant déjà de faire un test pour voir. Et donc j'ai fait un test au mois de janvier avec l'équipe qui m'avait contacté pour me proposer de rouler avec eux. Le test s'est vraiment très très bien passé. Et donc au final, l'équipe m'a proposé un contrat. Donc je peux le dire, même si ce n'est pas encore officiel, mais je peux le dire que je vais rouler en ELMS l'année prochaine, en LMP3, avec le team d'Yvan Muller. Donc Yvan Muller, c'est quand même quelqu'un je pense, de très connu en France, qui a gagné 10 fois le trophée Andros sur la glace, qui a été 4 fois champion du monde en super tourisme. Donc voilà, quelqu'un d'important quand même dans le milieu du sport auto. Et donc je suis très content déjà qu'il ait pensé à moi comme pilote pour me tester, voir que a priori j'avais les tests qu'il fallait aussi pour me proposer un contrat. Donc pour 2025, je vais alterner d'un côté le GT avec Lamborghini et d'un autre côté le prototype, donc qui est totalement nouveau pour moi, avec un super championnat qui est l'European Le Mans Series, donc c'est vraiment le top niveau en Europe. C'est aussi l'ACO qui organise ce championnat-là, donc c'est eux qui organisent aussi le WEC, donc le championnat du monde d'endurance et les 24 heures du Mans. Donc pour moi, c'est hyper important aussi de me positionner par rapport à ça, par rapport à ces équipes qui font ce championnat-là, qui ne sont pas les mêmes équipes forcément quand j'étais, et de me montrer aussi pour le futur, pour espérer. Mon but ultime, comme un peu tous les pilotes, je pense, d'endurance, c'est d'arriver à faire les 24 heures du Mans. Et notamment, là, le vainqueur de la catégorie LMP3 en ELMS, il gagne une invitation pour les 24 heures du Mans en 2026, en LMP2. Donc, c'est une première option pour moi, si on est performant, d'arriver peut-être à essayer de faire les 24 heures du Mans en prototype. Mais je garde toujours aussi un pied avec Lamborghini, parce que j'espère aussi que Lamborghini va revenir en 2026 en WEC, en championnat du monde d'endurance, et donc les 24 heures du Mans. Donc j'espère avoir 2 options peut-être possibles, une avec peut-être Lamborghini en GT et une en prototype si on venait à performer et à gagner en ELMS, en LMP3. Avec toutes ces opportunités, est-ce que vous avez encore des rêves que vous souhaiteriez accomplir? Oui, comme on l'a évoqué, c'est vrai que les 24 heures du Mans, je pense que c'est un peu le rêve ultime. Déjà parce qu'on est français, mais en dehors de ça, c'est vraiment la course la plus importante au monde en endurance. Et j'ai déjà pu rouler 2 fois sur le grand circuit des 24 heures du Mans, les mêmes week-ends que les 24 heures du Mans. Donc la première fois, c'était à Road to Le Mans en 2021. Road to Le Mans, donc c'est une course support où c'est des prototypes LMP3 et des GT3 qui roulent ensemble. Moi, j'ai roulé à l'époque sur une Ferrari de AF Corse, donc vraiment l'équipe un peu de rêve parce que c'est l'équipe officielle Ferrari. Donc j'ai roulé en GT3 avec eux sur le grand circuit du Mans. Donc c'est une expérience incroyable de prendre la ligne droite des Hunaudières à 300 km/h, etc. C'était complètement dingue. En plus, tu roules donc juste le matin même de la course, donc avec le même public qui est déjà présent sur place. Donc l'atmosphère est vraiment, vraiment incroyable et c'est vraiment un souvenir que je garderai longtemps dans ma vie d'avoir pu rouler sur ce circuit-là, parce que encore une fois, quand j'ai démarré le sport auto, ça me paraissait totalement impossible de rouler avec une Ferrari, de rouler pour AF Corse, de rouler aux 24 heures du Mans, en tout cas le même week-end que les 24 heures du Mans. Donc c'était déjà un premier aboutissement. Et je l'ai refait l'année dernière avec la Lamborghini Super Trofeo, parce qu'on a roulé aussi en manche d'ouverture des 24 heures du Mans avec les Lamborghini. Donc à nouveau, super expérience de rouler avec ces Lamborghini. Et maintenant, voilà, alors j'ai plein d'autres rêves en endurance, mais on va dire que les 24 heures du Mans, c'est le summum. Et après, il y a plein de courses qui me plaisent beaucoup, que j'aimerais bien aussi faire un jour, mais c'est peut-être plus compliqué. Ça va être peut-être les 24 heures de Daytona, aussi aux États-Unis, qui est une course mythique. Il y a aussi une course à Bathurst en Australie, les 12 heures de Bathurst qui viennent de se terminer le week-end dernier. Et là, ouais, c'est une course vraiment dans les montagnes, mais avec les murs juste à côté, un peu comme à Monaco, mais dans les montagnes et avec des murs à côté. Donc le challenge, il va être aussi assez incroyable. Donc voilà un peu mes objectifs de carrière, mais principalement, c'est être performant, gagner des titres à nouveau en endurance, et pourquoi pas aussi faire Le Mans et
et un jour espérer peut-être le gagner dans ma catégorie. Pour finir, Stéphane, si vous pourriez parler aujourd'hui à vous, mais plus jeunes, qu'est-ce que vous vous direz? Bah, c'est un peu ce que je veux dire un peu à tout le monde, c'est toujours de croire en soi, de croire en ses rêves, parce que moi, finalement, je pense que c'était même pas un rêve de faire du sport auto, parce que ça me paraissait totalement impossible, inaccessible. Vu d'où je partais, on va dire, parce que quand on sait les montants financiers qu'il faut engager pour juste démarrer à l'échelle la plus basse du sport auto, ou même le karting, hein, le karting c'est pareil, c'est des sommes qui sont incroyables. Donc c'est vrai que bah, moi j'ai beaucoup travaillé, comme on va dire que c'est normal. Si on veut réussir, il faut donner les moyens, que ce soit aussi bien au départ à l'école, ou moi dans ma société que j'ai créée. J'ai créé ma société vraiment bah, pour être autonome, pour être mon propre patron, parce que j'ai toujours voulu aussi faire par moi-même et pas forcément suivre des directives, sans vraiment du tout savoir où j'allais. C'est-à-dire que moi, je voulais réussir à me payer mon propre salaire sans dépendre de personne. Et encore une fois, quand j'ai démarré ma société, j'ai jamais pensé que je pourrais réussir autant jusqu'à ce que j'ai assez de moyens financiers de pouvoir démarrer le sport auto. Donc ouais, je pense que quand on est passionné, qu'on aime quelque chose, il faut se donner à fond. Et le travail paye toujours, dans tous les cas. Alors plus ou moins, selon aussi, après, il y a aussi de la réussite qui va rentrer en compte. Mais je pense qu'il faut croire en ses rêves et donner les moyens d'y arriver. Merci Stéphane pour ces conseils. Merci pour le partage sur votre parcours atypique. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve pour une prochaine édition dans Item Mag. Au revoir.